dans ce podcast au cœur des sujets. Je suis Swazik, thérapeute holistique et je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, à l'esprit, aux émotions et à la vie en général, tout simplement. Dans ce podcast, je vous parle sans filtre et avec le cœur de tout ce qui m'anime au quotidien, en tant que femme, en tant que maman, en tant que compagne aussi et bien sûr en tant qu'accompagnante. Ici, on va venir parler de ménopause, de psychogénéalogie, de confiance en soi, de croyances limitantes, de relations, de soins énergétiques, de spiritualité accessible. En bref, de tout ce qui fait écho à nos vies intérieures mais aussi extérieures. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast au cœur des sujets. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de l'être humain. Être un humain, ça veut dire quoi? Alors tout d'abord, ce podcast, c'est une invitation à l'exploration. J'aimerais que chacun prenne conscience de sa richesse intérieure, de son fonctionnement subtil et de la puissance de transformation qui naît quand tous les plans de l'être sont en harmonie. Parce que la paix intérieure, la liberté de choix, la clarté, la compréhension, tout cela commence là, par une vraie rencontre avec soi-même. C'est pour cela que mes accompagnements sont si variés en termes d'outils, de pratiques, de techniques. C'est parce que j'ai à cœur vraiment de prendre mes consultants, de vous prendre dans votre globalité, dans toutes les dimensions qui vous composent pour pouvoir vous permettre de vous reconnecter vraiment à vous-même. Alors, pour pouvoir vous accompagner de la manière la plus précise possible et surtout de la manière la plus complète possible, je me suis posé la question de c'est quoi être un être humain? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique vraiment? Parce que nous sommes un corps, forcément, mais nous ne sommes pas que ça. Donc j'avais envie de discuter avec vous de mes recherches, de mes prises de conscience, de mes expériences aussi par rapport à ça. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai cherché et j'en suis venue à la conclusion qu'il y a à peu près 14 composantes différentes. Alors attention, je ne dis pas que je sais tout, je ne dis pas que cette liste est exhaustive, mais en tout cas, c'est ce qui, moi, me vient, c'est ce qui m'a permis vraiment de mettre en place un accompagnement le plus complet possible. Alors, j'ai mes petites fiches pour ne rien oublier, forcément. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. La première chose qui, pour moi, est importante à entendre et à comprendre, c'est que en tant qu'être humain, nous sommes quand même composés d'eau à peu près à 65%. Ça, déjà, c'est quelque chose d'important à entendre et à comprendre. Pourquoi est-ce que nous avons autant d'eau? Alors, je regarde mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Dans notre sang, 83% d'eau. Dans nos organes, de 70 à 75% d'eau. Et notre squelette est composé à 22% d'eau. Donc, c'est quand même intéressant de voir que la plupart des composants de notre corps est en fait composé d'eau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'eau, elle réagit au son, elle réagit aux vibrations, elle réagit aux mots, aux intentions. Ça, c'est les expériences de Masaru Emoto. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il dépose de l'eau dans un contenant transparent et il filme
du coup l'eau, il met de la musique et l'eau réagit. Elle fait des formes diverses et variées selon la musique qui est mise. Si c'est du hard rock, si c'est du classique, si c'est du rock, si c'est du métal, enfin voilà. Et en fait, l'eau réagit de manière différente. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Parce que ça veut dire que, comme nous sommes constitués quand même à majorité d'eau, eh bien, ça veut dire que nous aussi, nous réagissons eh bien, aux sons, aux vibrations, aux intentions et aux mots. Ça nous permet de comprendre notre sensibilité. Ça peut aussi expliquer, alors ça ce n'est pas prouvé scientifiquement encore, mais ça pourrait expliquer la sensibilité de certaines personnes aussi aux phases de la Lune. Parce que, on le sait, la Lune, elle agit sur l'eau de la Terre, hein, les marées notamment. Et comme nous sommes constitués quand même à 65% d'eau, eh bien, ceci expliquerait peut-être pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus sensibles effectivement aux phases de la Lune. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à comprendre et à entendre, mais nous ne sommes pas faits, bien sûr, que d'eau, nous sommes aussi composés d'énergie. Alors, je prends mes notes. On nous a appris à l'école que nous sommes constitués d'atomes, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est un atome? Eh bien, un atome, c'est 99,999% de vide. Il n'y a que 0,001% qui reste de la matière solide. Alors c'est composé d'un noyau où il y a les protons et les neutrons et des électrons qui tournent autour de ce fameux noyau. Ce 0,01% de l'atome, c'est ce qui permet dans chaque atome, avec tous les atomes réunis, de construire voilà, le physique, ce qu'on peut toucher, tout ce qui nous entoure, les objets, les personnes, voilà, tout ce qui est palpable. Mais le reste des atomes, c'est quand même 99,999% de vide. Alors attention, ce n'est pas un vide comme on peut l'imaginer, un vide où il n'y a rien. Non. C'est un vide qui est composé d'énergie, de particules en mouvement et de vibrations. Ça veut dire que nous sommes composés d'énergie, de particules en mouvement, de vibrations et d'eau. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que nous sommes si sensibles ? Ça peut être sensible aux environnements, ça peut être sensible quand on rencontre quelqu'un d'autre. Nous avons tous des sensibilités différentes. Nous avons tous du feeling différent. Ceci explique cela. C'est pour ça que quand on joue sur notre environnement, eh bien, on joue sur notre bien-être. C'est pour ça que certaines musiques nous font plus de bien que d'autres. C'est pour ça que certaines personnes nous attirent plus que d'autres. C'est aussi pour ça que parfois quand on rentre dans un lieu, eh bien on a conscience qu'il y a eu juste avant qu'on arrive une dispute par exemple. Il y a de l'électricité dans l'air. Alors on n'est pas tous égaux par rapport à cette sensibilité. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas physicienne ni chimiste. Mais voilà, nous avons tous des sensibilités différentes à ce qui nous entoure. Mais nous sommes tous sensibles quand même aux énergies, aux vibrations, de par notre structure. Ça, c'est la première chose qui caractérise, l'être, alors là je vais dire l'être vivant, d'accord, pas uniquement l'être humain, l'être vivant, mais ça fait quand même voilà partie de nous, clairement. La deuxième chose que j'ai notée, ce sont nos pensées. Alors nos pensées, d'où viennent-elles? Quelles influences elles ont sur nous? Nos pensées, eh bien, très souvent, elles sont héritées. Clairement, de la société, de l'éducation, de la culture, des expériences qu'on a pu faire.
Par exemple, ça va être des pensées qui viennent de l'enfance. Ah, mais tu es trop sensible, par exemple, ou tu n'y arriveras jamais. Ce sont des phrases qui ont été dites et qui se sont inscrites dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre perception, dans notre pensée. D'accord? Il y a aussi les injections, pas du tout, les injonctions, pardon, sociétales. Euh, un homme, ça ne pleure pas. C'est une injonction sociétale qu'on a beaucoup entendue. Alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais enfin bon voilà, les injonctions, elles tournent, elles suivent des cycles, elles changent, elles se développent. Où une femme se doit d'être parfaite, ou voilà, il y a comme ça des injonctions sociétales qui viennent aussi, j'allais dire, parasiter nos pensées. C'est pas parasiter nos pensées, mais en tout cas, elles deviennent des pensées. D'accord? Ces pensées, elles sont protectrices pour certaines, mais elles peuvent être aussi limitantes. Par exemple, je me dis que je suis nulle en maths, ou on m'a dit et répété que j'étais nulle en maths. Du coup, je vais suivre cette pensée, je vais la faire vivre, cette pensée. Elle va être protectrice parce qu'elle va peut-être m'éviter l'échec. Elle va peut-être m'éviter le regard jugeant de certaines personnes. Mais elle va aussi peut-être m'empêcher d'aller explorer. Elle va peut-être m'empêcher de tenter certaines choses. Ça, c'est un exemple que je vous donne qui m'est propre. J'ai toujours entendu, enfin toujours, non pas toujours en plus. À partir du lycée, il est vrai que mes notes en mathématiques ont chuté, notamment en seconde. Et j'ai entendu à partir de ce moment-là que effectivement j'étais nulle en maths, que je n'avais aucune logique, que je n'y arriverais pas, qu'il valait mieux que je me concentre vers un autre, on va dire un autre parcours. Alors moi j'aurais aimé, à une période de mon enfance, j'aurais aimé être vétérinaire. Vétérinaire, ça implique des études scientifiques, donc des études avec des mathématiques. Et donc voilà, on m'a dit, de toute façon, c'est pas la peine, tu t'enlèves ce rêve de ta tête parce que de toute façon, t'es nul en maths. Voilà. Donc j'ai laissé tomber. Voilà. Et puis quelques années après, j'ai commencé forcément à suivre mon enfant à l'école et en maths notamment, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas si nulle que ça, qu'il y avait des choses qui me revenaient, qu'il y avait vraiment des compréhensions qui avaient été faites. Voilà, mon cerveau avait compris certaines choses. J'avais une certaine logique, alors peut-être pas la même que tout le monde, mais j'en avais une quand même. Et je me suis même essayée au concours de professeur des écoles où j'ai obtenu en mathématiques de très très bons résultats. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, si on reste dans ces pensées qui nous ont été, qui sont héritées en fait, comme je vous le disais, soit de l'éducation, de la société ou quoi au caisse, eh bien elles peuvent être protectrices, mais elles peuvent être aussi limitantes. Elles ne sont pas figées, ces pensées. Il faut savoir que on peut faire le choix de ne plus les écouter, de ne plus les suivre. On peut faire le choix de les déprogrammer et d'en s'en reprogrammer d'autres. Alors ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts, mais c'est complètement faisable. Donc nos pensées, eh bien, elles nous caractérisent aussi en tant qu'être humain, elles font partie de nous. Et c'est là aussi une des composantes sur lesquelles on va pouvoir venir travailler. Parce que tout ce que je vais vous donner là aujourd'hui, ce sont des composantes sur lesquelles on peut travailler, sur lesquelles on peut agir pour pouvoir en fait être aligné, pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir être sur son chemin de vie. Et moi, c'est mon travail de vous accompagner vraiment sur ce chemin-là.
C'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aller voir les différentes composantes de l'être humain pour voir sur quoi est-ce que vous pouviez agir et sur quoi moi je peux vous aider à agir. Voilà. La troisième chose que j'ai notée, c'est tout ce qui est de l'ordre de nos racines, d'accord? C'est-à-dire le transgénérationnel, c'est-à-dire nos lignées, c'est-à-dire nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, consciemment et inconsciemment, bien sûr. C'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une science. Ce sont toutes ces choses qui sont arrivées à nos ancêtres et qui sont venues non pas se mêler à l'ADN, mais se poser sur l'ADN et qui nous sont transmises de génération en génération et qui vont avoir un impact positif ou négatif sur nous. Ces racines, elles sont importantes, d'accord ? Quand c'est positif, c'est chouette, voilà, on va avoir j'allais dire des réminiscences, mais c'est même pas ça. On va hériter de certaines choses de nos ancêtres qui sont positives. Quand ce sont des secrets, des non-dits qui sont... comment est-ce que je peux dire ça ? Qui sont apparus parce qu'il y avait de l'humiliation, de l'injustice, des maladies, des choses en fait qu'on voulait cacher parce qu'on a honte, parce qu'on se sent coupable, parce que voilà, à telle époque ce n'était pas envisageable. Enfin, je pense ici aux mères-filles, je pense aussi à ceux qui ont pu être emprisonnés, je pense aussi à des faillites, à des maladies vénériennes par exemple. Voilà, toutes ces choses qui quand on sort du contexte de notre époque, étaient très mal vues et donc ont été cachées. Eh bien voilà, cet héritage-là négatif, eh bien il a un impact sur les descendants sans qu'ils comprennent d'où ça vient. Donc ça peut se transformer en phobie, ça peut être des maladies, ça peut être des comportements. Donc là, on est sur de la psychogénéalogie. On va aller chercher le fantôme de base. Alors le fantôme, ce qu'on appelle le fantôme en psychogénéalogie, c'est vraiment le trauma initial qui du coup, sur lesquels on n'a pas mis de mots M-O-T-S et qui du coup est devenu pour la descendance des mots M-A-U-X. D'accord ? Donc ça fait aussi partie de nous, c'est-à-dire que ça nous compose. On n'arrive pas sur Terre comme ça, pouf pouf, sans rien avoir comme racine. Même les enfants adoptés ont bien sûr des racines biologiques et adoptives. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une composante intéressante parce que quand moi je travaille avec un consultant, eh bien, je vais aussi pouvoir aller chercher de ce côté-là. Parce que parfois, eh bien, c'est la lignée ou ce sont les lignées qui ont un impact au présent. D'accord ? Donc c'est le passé qui revient en force, mais c'est de l'inconscient, donc il va falloir aller travailler ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? Nous avons nos différents corps qui ont aussi un impact, qui sont aussi à envisager, à travailler, à libérer, à guérir. On en a en tout cas aujourd'hui découvert 7, je pense qu'on en a beaucoup plus que ça, mais ceux dont on parle le plus souvent, ils sont au nombre de 7. Donc nous avons forcément notre corps physique qui est le corps matériel, le corps le plus dense, celui sur lequel on va agir avec l'alimentation, le sport, ce qu'on ingère, ce qu'on boit, ce qu'on fait, voilà, tout ce qui se fait dans la matière. Ensuite, nous avons le corps éthérique. Le corps éthérique qui est comme un espèce de latex sur le corps physique, c'est dans ce corps que circule l'énergie vitale qu'on appelle le prana. Sans ce corps éthérique, le corps physique ne pourrait pas vivre, tout simplement. Et ce corps éthérique, il est protecteur, d'accord, du corps physique. C'est le double énergétique du corps physique. Ensuite, nous avons le corps émotionnel, qu'on appelle aussi le corps
astral. C'est le siège des émotions, des ressentis. C'est lui qui va enregistrer nos blessures affectives et émotionnelles. Alors, celui-ci, on peut le travailler avec des thérapies émotionnelles, bien sûr, des soins énergétiques. On va aller sur de la libération de mémoire et des fleurs de Bach. Pardon, je ne vous ai pas dit pour le corps éthérique, on peut aller agir sur lui aussi avec tout ce qui est soins Lao Chi par exemple, soins d'Isis, sur le magnétisme. Voilà, on va aller vraiment travailler sur l'énergétique. Le corps émotionnel aussi, avec de l'énergétique, mais on va rajouter en fait voilà, des libérations émotionnelles, des thérapies émotionnelles. On a ensuite le corps mental qui lui regroupe tout ce qui est pensée, croyance, raisonnement. C'est lui qui analyse, qui juge, qui réfléchit, mais c'est aussi lui qui ressasse. Alors, pour ce corps mental, qu'est-ce qui va l'aider à entrer en action, à se guérir, à se libérer? Ça va être la méditation, par exemple, de base. Ça va être aussi la prise de conscience et les reprogrammations qu'on peut faire, notamment dans l'accompagnement ou en auto-hypnose ou en hypnose thérapeutique. Voilà, en hypnothérapie. Ensuite, nous avons le corps causal qui, lui, concerne toutes les mémoires des expériences passées, notamment les mémoires karmiques. Et c'est aussi ce qui donne du sens à notre incarnation. Donc là, forcément, on va agir par rapport aux annales akashiques notamment. C'est là où on va aller chercher dans les mémoires plus lointaines. D'accord ? On peut aussi aller chercher ici avec le transgénérationnel, même si le transgénérationnel avec la psychogénéalogie peut agir sur différents corps selon l'impact que le fantôme de la lignée a sur vous au présent. Ensuite, j'ai le corps spirituel qu'on appelle aussi le corps bouddhique, c'est la sagesse, l'amour inconditionnel, l'unité. Et le corps divin, c'est le lien au tout, c'est ce qui nous relie aux autres êtres humains, mais c'est aussi ce qui nous relie à la source ou à Dieu, selon comment vous voulez l'appeler, et à la conscience universelle. Pour ces deux derniers, on va pouvoir agir avec des prières, des méditations profondes, des connexions à soi, grâce aussi à des connexions à l'univers et à nos guides. Chaque corps, forcément, a sa propre vibration, d'accord ? Donc sa propre énergie. Quand on parle d'aura, eh bien, en fait, l'aura, c'est la manifestation visible de nos différents corps subtils. C'est la somme des différents corps. D'accord ? Donc forcément, il y aura des couleurs différentes selon les vibrations, les énergies, selon si nos corps sont alignés, s'ils sont nettoyés, purifiés, dynamiques. Enfin voilà, si on a été un petit peu travaillé dessus. Je commence à avoir chaud, je suis dans ma véranda. Je crois que je commence à prendre des couleurs. Je vais boire un petit coup. Ensuite, sur quoi aussi, quelle est encore l'autre composante? C'est la 6e. C'est tout ce qui compose le jour de notre conception, le jour de notre accouchement, enfin de notre venue au monde plutôt. Ça a une importance parce que ça nous donne là aussi une vibration particulière. Ce sont vraiment des clés de compréhension. Ce sont des points de départ. Parce que le lieu où on est porte une histoire, d'accord ? Ça peut être une histoire culturelle, ça peut être une mémoire collective, ça peut être une histoire d'ordre historique, d'événements historiques. La conception, elle est porteuse d'énergie particulière. Est-ce que nous avons été conçus dans l'amour ou dans la violence ? Est-ce que nous avons été conçus par surprise ou est-ce que c'était prévu ? Vous voyez, il y a plein de petites choses. Est-ce que c'était de la joie ? Est-ce que, voilà, tout ça en fait, ça s'imprime dans nos cellules. Tout ça, ça s'intègre au cœur de nos cellules, d'accord ? C'est une de nos composantes
aussi, c'est pour ça qu'on va aller travailler sur la conception et l'accouchement avec le Human Design, par exemple, ou avec l'astrologie, certainement avec d'autres choses aussi, la numérologie d'ailleurs. Voilà, ça a aussi une portée. C'est pour ça que toutes les thérapies holistiques sont intéressantes. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est de faire un accompagnement holistique, c'est-à-dire d'aller sur tous les différents plans pour pouvoir vraiment travailler sur les différents corps, travailler sur tout ce qui nous compose pour pouvoir être le plus aligné possible, le plus authentique possible, être vraiment soi, avoir cette compréhension de soi-même, être connecté à qui on est et pouvoir vraiment être aligné et sur notre chemin de vie. D'accord ? Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, j'avais mis en 7e composante nos émotions. Alors, je ne vais pas la développer plus que ça. Nous sommes traversés par des émotions, voilà, au fur et à mesure de la journée. On peut être traversé par toutes les émotions dans une journée. Elles nous composent, elles nous animent, elles nous permettent de nous mettre en action ou au contraire de nous mettre au repos. Elles sont porteuses de sens. Elles ont une vibration particulière, ces émotions, parce que elles sont intérieures, mais elles ont aussi besoin d'être extériorisées et elles nous permettent d'être vivants. Elles nous permettent aussi d'interagir. Elles nous permettent aussi d'exister, de vibrer vraiment à des puissances encore plus intenses. La 8e composante, pour moi, c'est l'âme. Alors, à quel niveau ? Ah, j'ai une petite bête qui vient d'atterrir sur ma feuille. Hop. Alors, à quel niveau ? Je parle de l'âme parce que nous sommes aujourd'hui des êtres incarnés. Donc, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on s'est incarné ? Alors, j'ai écrit pour expérimenter. En fait, c'est plus qu'un simple passage sur Terre. On est vraiment là, pour moi, pour tester, expérimenter, pour apprendre. On est vraiment là pour vivre une palette d'expériences. Pas juste, voilà, on vit, on meurt. Non, on comprend, on analyse, on réfléchit, on fait des pas en arrière, on fait des pas en avant. On expérimente, on teste, on se trompe, on tombe, on se relève. Chaque incarnation nous permet en fait d'explorer la vie sur différents aspects, de manière différente de nous-mêmes, mais aussi du monde qui nous accueille, d'apprendre et d'évoluer. Alors, pour moi, et je dis bien vraiment pour moi, d'accord ? Selon moi, l'objectif, c'est pas seulement d'accumuler des souvenirs, parce qu'on a des souvenirs de mémoire karmique, on peut avoir des souvenirs de nos ancêtres, on peut avoir des souvenirs bien sûr de notre enfance, de notre début de vie d'adulte. Non, mais c'est pas que ça, d'accord ? On n'est pas que sur une simple accumulation. Mais pour moi, on est plutôt sur de la création de systèmes de référence. Même si on n'en a pas conscience, on ne vient pas s'incarner qu'une seule fois. On vient s'incarner plusieurs fois, d'accord ? Pour moi, encore une fois. Et pour moi, c'est vraiment dépasser nos limites, apprendre, évoluer, aller de plus en plus vers la sagesse. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça regroupe, ce terme, mais pour moi, c'est vraiment tester différents aspects selon différents regards. Peut-être que dans une autre vie, vous avez été roi ou reine, et peut-être que dans une autre vie, vous avez été ouvrier, esclave, gendarme, voleur, bourreau, victime, enfin voilà. Pour moi, on s'incarne vraiment pour vivre des expériences intenses, sur plein de domaines différents. À des degrés différents, sur des longueurs différentes, pour justement être traversé par des émotions, pour expérimenter, pour mourir de façon différente, naître de façon différente, pour vraiment
Voilà, avoir un système de référence, peut-être derrière pour pouvoir, je ne sais pas, hein, devenir guide. Je ne sais pas ce qui se passe après. J'ai bien sûr mes croyances, je pense qu'on en a tous. Mais voilà, pour moi, ça, c'est une composante importante. C'est accumuler ces enseignements, ces apprentissages dans un but d'évolution. Là aussi, on peut travailler là-dessus, justement, hein, en allant chercher, en essayant de comprendre, mais pourquoi est-ce que j'ai cette phobie-là? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'incarner euh, en France plutôt qu'aux États-Unis ou plutôt qu'en Afrique? Pourquoi est-ce que j'ai déjà eu un passé d'esclave et qu'aujourd'hui j'ai plutôt une vie confortable? Pourquoi est-ce que j'ai décidé dans cette vie de ne pas avoir d'enfants alors que dans une autre peut-être j'en avais 13? Pourquoi, voilà, c'est vraiment, on va aller chercher, pourquoi j'ai cette phobie, pourquoi j'ai ce comportement, alors que dans cette vie-là, il n'y a rien qui fait écho à ça. Donc on va aller chercher, qu'est-ce que mon âme, elle a déjà traversé? Peut-être que dans une autre vie, alors moi, ma phobie, une de mes phobies en tout cas, c'est de vomir. Je sais plus, ça porte un nom, l'hémétophobie, je crois. Mais pourquoi? Pourquoi cette phobie? Alors même si il y a dans mon enfance une petite explication, pour moi ça fait pas tout. Donc est-ce que j'irai pas chercher, alors peut-être dans mes ancêtres, hein, peut-être qu'il y a... Oula, je fais tomber mon micro. Peut-être qu'il y a... peut-être qu'il y a dans mes ancêtres quelqu'un qui est décédé d'avoir beaucoup vomi, je ne sais pas, qui s'est étouffé avec son vomi. Donc peut-être je vais aller chercher de ce côté-là pour pouvoir libérer ce fantôme. Encore une fois, je vous rappelle que c'est un trauma initial. Hein. Peut-être que c'est une vie antérieure qui fait que voilà, j'ai été très malade à un moment donné et que j'en suis décédée. Peut-être que ça n'a rien à voir et que c'est pendant la grossesse. Peut-être que c'est un événement de mon enfance que j'ai refoulé. Voilà, vous voyez, c'est intéressant du coup d'aller expérimenter, explorer, de comprendre, d'analyser, voilà. Pour moi en tout cas, hein, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est d'aller chercher un peu ce que notre âme, elle a pu faire avant ou à d'autres moments et d'essayer de comprendre ce qu'aujourd'hui, pourquoi elle s'est incarnée là, de cette manière-là, avec cette phobie-là. Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette vie-là par rapport à ça? Comment est-ce que je peux évoluer? Comment est-ce que je peux grandir, apprendre pour pouvoir clôturer, entre guillemets, cette phobie-là et qu'elle ne revienne pas peut-être dans d'autres vies. Ensuite, la 9e composante, j'ai décidé de parler du mental et de l'ego, qui ne sont pas la même chose. Alors, le mental, c'est notre centre de tri. Notre mental, c'est lui qui analyse, qui va anticiper, qui va comparer, qui va chercher à comprendre, d'accord? Il est bien sûr utile au quotidien pour raisonner, prendre des décisions, mais il peut aussi tourner en boucle, il peut aussi ressasser, d'accord? Quand on dit très souvent lâche prise, en fait, c'est très souvent, ce qu'on veut dire par derrière, c'est laisse ton mental de côté, écoute plus tes intuitions, écoute ton cœur, essaye d'écouter ce que ton corps te dit plutôt que de n'être que dans le mental, d'accord? Ce mental, il cherche très souvent à avoir le contrôle permanent et surtout, et du coup, il nous déconnecte de notre essence intérieure. L'ego, quant à lui, il s'est formé très très tôt pour nous protéger, d'accord? Il construit notre identité à partir de notre vécu, de nos expériences, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a ressenti. C'est lui qui va nous dire attention ça brûle, attention si tu t'approches trop de la falaise tu tombes, etc. Soit parce qu'on en a fait l'expérience, soit parce qu'on nous le dit depuis qu'on est petit, soit parce qu'à un moment donné on est assez grand pour comprendre qu'effectivement si on est au bord de la falaise qui fait 10 mètres et qu'on va trop loin, on est comme coyote et bip bip, on va peut-être marcher 2 pas dans le vide et puis on va se casser la figure, clairement. Lui, cet ego, il veut toujours bien faire, mais le problème, c'est qu'il agit avec peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté, la peur de machin, la peur de ceci, de cela. Et du coup,
eh bien, ils nous empêchent de sortir de notre zone de confort. Ils nous empêchent de prendre des risques et d'oser. Donc, ils sont importants tous les deux, le mental et l'ego. Très souvent, ils sont d'ailleurs main dans la main. Ils sont importants parce que c'est une composante qui peut justement, j'ai un problème de cheveux, qui peut vous bloquer dans votre avancée, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, spirituelle, voilà, par peur. Donc, c'est une composante sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut agir, avec de la méditation, avec des soins énergétiques, avec de l'écoute active, avec de la prise de conscience, de la déprogrammation et de la reprogrammation. Vous voyez, il y a plein de choses, il y a plein de techniques. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler aussi avec des techniques comme l'Access Bar, par exemple, où on va aller travailler sur les croyances limitantes. L'enjeu, quand même, il faut préciser, ce n'est pas de les faire taire, l'ego et le mental, pas du tout. C'est plutôt d'apprendre à vivre avec, de reconnaître quand ils sont trop dans le contrôle, pour pouvoir leur dire à ce moment-là, non mais j'ai entendu ta peur, mais là il faut y aller quand même. Voyez, c'est plutôt avancer main dans la main avec, ne pas les laisser tout diriger, mais les écouter quand même. La 10e composante, c'est l'inconscient collectif. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, surtout que là, ça va quand même, le temps avance. L'inconscient collectif, c'est tout ce qui fait... Alors, ça peut être la famille, nos racines, mais ça peut être aussi le pays dans lequel on a grandi et la terre, tout simplement. Ça va être l'histoire du pays qui va avoir une empreinte. Forcément, si on est dans un pays en guerre, si on est d'une ethnie qui a vécu l'exil ou l'apartheid, ou voilà, des choses comme ça, eh bien, ça met aussi une empreinte indélébile, inconsciente. Alors, elle est indélébile, mais elle peut être là aussi... on peut agir dessus, elle peut être travaillée. On peut vraiment avoir conscience de cette conscience collective, avoir conscience de ce qui s'est passé, avoir conscience du poids de l'histoire, par exemple, ou du poids d'une culture ou d'une religion, sans pour autant en être esclave, d'accord ? On peut, je sais pas, par exemple, on peut choisir d'entendre le passé collectif de notre ethnie, par exemple, sans vouloir forcément en suivre la colère, l'envie de vengeance, etc. Voyez ? Donc, mais c'est quand même une composante importante parce que ça vient quand même dans les pensées, ça vient quand même dans l'épigénétique, ça vient quand même, ça peut venir dans les rêves, ça peut venir, vous voyez, ça pose quand même sa marque. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à entendre. La 11e composante, il y en a 14, donc on avance. La 11e composante, c'est le libre arbitre. Je trouve que c'est intéressant aussi, quand même. C'est la capacité à faire des choix en conscience, même si on est influencé. Ça veut dire que même si on est influencé, on garde toujours la possibilité de pouvoir faire un choix autre que celui qu'on nous dicte. Ce libre arbitre, c'est une composante importante qu'on peut acquérir. C'est-à-dire que normalement, on l'a tous. Mais selon notre vécu, nos expériences, notre lieu de vie, là où on est né, etc., eh bien, on peut manquer de ce fameux libre arbitre, mais il peut se récupérer, se retrouver, voilà, il peut s'acquérir en tout cas, et être utilisé ensuite pour pouvoir eh bien, devenir tout simplement soi-même et agir pour notre bien, en âme et conscience, avec nos valeurs, avec ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que plus on se connaît et plus on est à même de faire des choix, plus on peut se libérer du joug. Pardon, j'ai une référence à Kaamelott qui vient de m'arriver, du joug, pour ceux qui connaissent.
du joug de l'oppresseur, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vont nous influencer. Alors même si c'est pour notre bien, hein, il y a des gens qui veulent nous influencer en se disant que c'est pour notre bien, alors qu'en fait ça ne nous correspond pas du tout. Mais voilà, plus on se connaît et plus on peut se libérer de cela et plus on peut faire des choix alignés. Donc là aussi, ça, on va pouvoir le travailler en accompagnement, hein, entre autres. On va prendre conscience que telle ou telle chose en fait ne nous appartient pas ou qu'on a fait tel choix par loyauté familiale, pour faire plaisir, parce que notre mental nous a dit mais tu peux pas faire telle chose, il faut que tu fasses telle autre, voyez. Et du coup, eh bien on va, grâce à l'accompagnement, à ces prises de conscience, à cette déprogrammation, on va pouvoir reprendre les rênes de sa vie et redevenir vraiment acteur de sa vie, de ses choix et devenir autonome. Ça, c'est hyper important. La 12e composante, c'est la relation ou les relations au monde extérieur. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres sociables. Nous sommes des êtres doués de parole, faits, créés pour interagir. D'accord ? Donc, c'est important, dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que oui, nous sommes des êtres sociables, mais avant d'être des êtres sociables, nous sommes des êtres uniques. Nous sommes individuels avant de faire partie d'un groupe, d'accord ? Ça veut dire que pour moi, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'il faut suivre tous les préceptes du groupe. On a notre libre arbitre, voilà. On peut faire partie d'un groupe sans en adopter toutes les composantes, toutes les valeurs, toutes les envies, toutes les actions. Faire partie d'un groupe ou tout simplement être sociable, ça veut dire aussi être conscient de l'effet miroir, qu'il soit positif ou négatif. L'effet miroir, c'est quand en face de nous, on a une personne qui va se comporter ou qui va dire des choses qui vont nous impacter, soit de manière positive, c'est-à-dire qu'ils vont nous tirer vers le haut, soit de manière négative et du coup ils vont nous tirer vers le bas. Soit parce que ce qu'ils nous renvoient rouvre des blessures ou vient appuyer dans une plaie pas cicatrisée, qui n'était pas guérie, etc. Je parle ici du manque de confiance en soi, ça peut être des choses qu'on a pu vivre, de la violence physique, de la violence verbale, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, etc. Mais ça peut être aussi, nous tirer vers le haut, on se reconnaît en la personne, on trouve quelqu'un avec qui on est en symbiose, quelqu'un avec qui on est sur la même énergie, sur la même longueur d'onde, et qui va nous permettre vraiment de nous sublimer. D'accord ? Donc ça, c'est aussi pour moi quelque chose à prendre en compte, les relations humaines, les relations extérieures, parce que même si nous sommes des êtres doués d'intériorité, nous sommes des êtres faits pour extérioriser et partager. Donc c'est intéressant aussi de prendre conscience de ça, parce qu'on va venir aussi travailler là-dessus dans les accompagnements, clairement. Il y a des techniques, des outils qui permettent aussi de prendre conscience de ça. Le Human Design notamment fait partie parce qu'il permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a du mal à interagir avec certaines personnes, pourquoi est-ce qu'on va réagir comme ci ou comme ça. Voilà, il y a vraiment des pratiques intéressantes par rapport à ça qui nous permettent de nous comprendre, de nous protéger et du coup d'interagir de la meilleure manière qui soit pour nous, pour notre bien-être, qu'on n'aille pas toujours à l'encontre de ce qu'on est ou qu'on ne soit pas dans du négatif ou dans du forcing tout le temps. L'avant-dernier, le souffle de vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, pour moi, le souffle de vie, c'est le prana. C'est l'énergie vitale qui anime notre corps. Forcément, il est lié à la respiration. Le souffle de vie, c'est celui qu'on crée quand on vient au monde, quand on sort de la matrice. C'est aussi celui qui s'éteint et qui fait que nous nous éteignons avec lui. C'est notre dernier souffle ou le premier. C'est important, c'est la respiration, c'est cet oxygène qui nous traverse, mais c'est aussi quand on respire les particules, on respire l'énergie, on respire la vibration, c'est la fluidité, c'est vraiment... En fait, quand on vient travailler sur ce souffle de vie, on vient harmoniser ce souffle de vie
et on lui redonne de la fluidité, de l'espace et de la puissance. Quand ce souffle de vie il est bloqué pour X et X raisons, eh bien on peut se sentir mal, on peut développer des maladies, on peut avoir des gènes intérieurs, on peut, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent et on comprend pas forcément d'où ça vient. En fait, c'est que on n'est pas en harmonie avec soi-même et du coup ce souffle il est un peu coupé, notre diaphragme se bloque, vous voyez, on a notre gorge qui se serre parce qu'on va à l'encontre de qui on est réellement. Donc ça c'est important. On peut aller travailler bien sûr sur ce souffle en s'écoutant, en écoutant notre corps, en faisant des choses, par exemple du yoga, en méditant, en entrant en introspection avec soi-même, en allant voir des thérapeutes qui vont nous aider à faire cela. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être du pilates, ça peut être, voilà. C'est vraiment de la reconnexion entre le corps et l'esprit et l'âme, etc. Et du coup, c'est de l'harmonie sur les différents plans. Et ça, c'est la 14e et dernière composante. C'est l'harmonie, l'alignement de l'être humain dans toute sa complexité. C'est-à-dire quand on est en harmonie sur tous les plans, sur tout ce qui nous compose, tout ce que je viens de vous dire avant. C'est une danse fluide. C'est vraiment, c'est une paix intérieure. C'est-à-dire que voilà, on est en paix avec soi-même, on est à sa place, on se sent bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on agit. On est vraiment en accord avec soi-même, mais aussi avec les autres. On est vraiment dans une paix intérieure. C'est de la plénitude, c'est ce qu'on pourrait apparenter, je pense, à du bonheur avec un grand B. C'est vraiment l'alignement parfait. Voilà pour ces 14 composantes. Comme je vous le disais en introduction, j'avais vraiment envie de vous parler de tous ces composants-là parce que c'est mon travail à moi de venir travailler dessus, d'aller chercher quel est le composant qui peut-être est en déséquilibre, de voir ce que je peux utiliser comme outil, comme pratique, comme technique pour pouvoir vous accompagner au mieux et vous redonner vraiment la possibilité d'être acteur de votre vie. C'est important vraiment de prendre conscience de tout ça parce que c'est déjà une première ouverture. C'est déjà un premier pas, c'est une première mise en action pour vous, pour votre bien-être au quotidien. Et surtout, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que vous pouvez le faire aussi bien à 80 ans qu'à 20 ans. Cette prise de conscience, elle est toujours importante. Je ne dis pas qu'elle est facile, je ne dis pas que tout ce que je viens d'évoquer là est facile à mettre en œuvre. Et puis parfois, eh bien, on a un petit peu plus de mal à y croire, ou on se dit, ouais, enfin bon, c'est bien joli, c'est belles paroles, mais au quotidien, je fais comment? Et c'est vraiment, c'est une évolution, c'est une échelle. On monte les barreaux les uns après les autres, parfois on en redescend 3, on en remonte 10, on en redescend 2, on en remonte 1, voilà. C'est vraiment avancer à petits pas, prendre conscience, s'écouter surtout et devenir autonome et acteur. Et ça, c'est vraiment important. Quand on s'incarne, c'est pour vivre sa vie et non pas celle des autres. Et c'est vraiment pour expérimenter un maximum. Pour pouvoir être aligné, il faut avoir conscience de toutes ces composantes. Encore une fois, cette liste est non exhaustive. C'est pour moi, dans ma pratique quotidienne, dans mon travail d'accompagnement, ce qui est important, c'est ce que je vais aller regarder, c'est ce que je vais aller chercher. Est-ce que vous avez mal au niveau physique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce qu'il y a des douleurs karmiques? Est-ce qu'il y a des blessures au niveau éthérique? Est-ce que voilà, je vais aller chercher, je vais vous écouter, je vais vous tendre la main, je vais vous accompagner. Si je ne suis pas en capacité de vous venir en aide, eh bien, je vous enverrai vers des professionnels que je connais qui, eux, peut-être pourront venir vous aider. En tout cas, il est important d'entendre, de prendre conscience
Et ne serait-ce que là, en écoutant ce podcast, de vous dire « Oh, mais là, ça y est, je viens de prendre conscience de telle ou telle chose », ou là, je me rends compte qu'effectivement, peut-être que telle chose ne m'appartient pas et qu'il faut tout simplement que j'aille chercher ailleurs. Voilà, c'est juste une discussion entre vous et moi qui, j'espère, vous fera réfléchir et vous permettra de vous sentir bien. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Merci de m'avoir écouté.